Réduire de 10% la consommation énergétique. Tel était l'objectif donné en automne 2022. L'hiver désormais derrière nous, le gouvernement veut poursuivre son plan. L'incitation aux éco-gestes est-elle suffisante ou faut-il entamer une véritable démarche structurelle ? Le dernier dossier du magazine d'Actu Environnement dresse le bilan de ce premier élan politique de sobriété. Et Sophie Fabrega vient nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Sophie. Bonjour Félix. Alors, 6 mois après ce lancement de plan de sobriété, quelles sont les leçons dont on peut tirer ? Alors, les résultats sont plutôt bons. En fait, l'objectif, c'était de baisser de 10% en 2 ans les consommations énergétiques pour faire face à la crise énergétique et à la hausse des prix. Et en fait, entre l'automne et l'hiver, on a atteint quasiment 9% de baisse de consommation d'électricité et 13% de baisse de consommation de gaz. Donc, objectif atteint. La baisse a touché à peu près tous les secteurs. Maintenant, il faut se poser la question de est-ce que c'est des baisses contraintes ou est-ce que c'est des baisses qui peuvent être pérennisées ? Et en termes d'actions qui ont été menées pour réaliser cette baisse, on a joué sur quoi, entre guillemets, pour consommer moins ? Alors, il y a RTE, le gestionnaire du réseau d'électricité, qui a essayé d'analyser un peu ces baisses d'énergie. Il y a un quart de ces baisses qui sont attribuables aux conditions météorologiques qui étaient plutôt favorables. On a eu un hiver assez doux. Et 3/4 qui ont été réalisés grâce aux économies d'énergie, en fait. Donc, dès la fin de l'été, c'est plutôt les industries, les grosses industries, les gros consommateurs qui ont baissé leur consommation. La sidérurgie, la métallurgie, la chimie. Et à l'automne, c'est plutôt les secteurs résidentiels et tertiaires qui ont fait des baisses, et particulièrement sur le chauffage. Donc surtout sur le chauffage, il y a aussi eu tout ce qui est éclairage public, il me semble. Est-ce qu'on a des exemples de ces actions qui ont été menées, on va dire, un peu en France ? Je sais que dans le dossier qu'on cite au début que tu as écrit pour le magazine, tu as cité notamment Strasbourg, Bordeaux, Lyon. Voilà, ces grandes villes, elles ont fait quoi, entre guillemets, pour être plus sobre ? La plupart des collectivités ont joué sur 2 postes, le chauffage avec une baisse des consignes à 19 degrés et l'éclairage public. L'éclairage public, pour les petites collectivités, les petites communes, ça peut représenter jusqu'à 40% de la facture énergétique. Donc c'était un poste important pour elles et sur lequel il était facile d'agir. Donc la plupart ont décidé d'éteindre la lumière en cœur de nuit, entre minuit, 1h du matin et 5h du matin. Les grandes villes ont pris plus le temps parce qu'il y avait des questions qui se posaient pour l'esthétique de la ville, pour la sécurité. Est-ce qu'il fallait faire coïncider la baisse de l'éclairage avec la fin des transports en commun ? Donc voilà, certaines ont pris le temps de la réflexion, d'autres, comme Lyon, ont mené une expérimentation sur 3 mois avant de décider de généraliser ou pas cette mesure. Tu évoquais des réflexions sur comment gérer les horaires d'éclairage public, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a eu des grandes difficultés communes rencontrées par ces villes ou ces entreprises ou ces collectivités ? Oui, alors beaucoup se sont rendus compte en fait qu'elles manquaient d'outils de pilotage, que ça soit pour l'éclairage public ou même pour le chauffage. En fait, chaque bâtiment est indépendant et du coup, ça baisser la consigne de chauffage, ça nécessite d'intervenir quasiment dans chaque bâtiment. Et même avant ça, de connaître exactement la température qui est réelle dans les bâtiments. Donc Strasbourg, par exemple, a décidé de déployer 840 sondes dans ces bâtiments. Strasbourg et l'Eurométropole gèrent 1000 bâtiments publics. Donc ils ont installé les sondes pour vérifier la température réelle, faire des mesures, des bilans et identifier les bâtiments sur lesquels il fallait vraiment agir. Au niveau du réglage, mais aussi intervenir sur des petites pannes ou des problèmes de régulation qui faisaient que ça fonctionnait mal. Et alors, est-ce que parmi ces difficultés-là, est-ce qu'il y en a qui sont surmontables à l'avenir ? Tu parlais par exemple du manque de connaissances, de mesures. Donc là, il y avait par exemple Strasbourg avec ses sondes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être améliorées, optimisées à l'avenir si on voulait continuer ce plan de sobriété qui est prévu, je crois, jusqu'en 2024 au moins ? Alors, il y a l'association Amorce qui prône pour une généralisation des thermostats, par exemple, une aide aux collectivités pour qu'elles puissent avoir des thermostats, plus d'outils de pilotage, de la gestion technique des bâtiments. Mais il y a aussi une grosse part humaine. En fait, les collectivités manquent de moyens humains
pour gérer tous ces équipements-là, faire la maintenance, les réglages, et puis pour animer, parce qu'il faut... Enfin, les collectivités fonctionnent souvent en silo, et il faut des équipes un peu transversales qui animent, qui expliquent, qui écoutent les besoins des usagers, et qui connaissent aussi... Il y a une grosse part qui peut être faite sur les bâtiments qui ne sont pas occupés, qui sont chauffés ou ventilés, alors que c'est pas nécessaire. Donc tout ça, ça demande des moyens humains. Tu parles d'humain, donc en moyen humain, mais aussi la sobriété. On passe beaucoup par ce qu'on appelle des éco-gestes. Enfin voilà, compter sur les citoyens au sens large pour baisser leur chauffage à 19 degrés, pour éteindre la lumière, pour programmer sa machine à laver, ce genre de rengaine. Est-ce que inciter à ce genre de mesures, est-ce que ça permet de pérenniser la sobriété ou faut vraiment aller plus loin ? Non, alors il y a beaucoup de critiques qui disent que c'est un discours assez culpabilisant de compter sur les gestes individuels, alors qu'en fait, il faudrait que la société s'organise pour être sobre. Il faudrait des changements vraiment structurels pour sortir du tout voiture, pour sortir de la société de consommation et mettre en place les choses pour que nos modes de vie soient plus sobres. Et est-ce que au niveau sociologique, est-ce qu'il y a des leviers en dehors de par exemple le mode de transport, etc. Enfin, je crois que tu as interviewé une sociologue qui est spécialisée en maîtrise de l'énergie. Qu'est-ce qu'elle dit ? Pour elle, en fait, il y a toute une culture de l'énergie, mais même de toutes les ressources, de l'eau, de la gestion des déchets à développer au sein de la société pour faire comprendre aux citoyens qu'on n'est plus on n'a jamais été, mais on n'est pas dans une société de l'abondance, en fait, et que ce sont des ressources rares qu'il faut économiser. Donc, en fait, ça passe par toute une culture à impulser chez tous les acteurs et pour que vraiment on se rende compte que... l'eau ne coule pas de source presque, voilà, on a envie de dire. On a été habitué à avoir des robinets, on ouvre le robinet, l'eau coule, on appuie sur l'interrupteur, on a de l'électricité. Il va en sorte qu'on s'en rende compte que ces gestes-là ont un impact sur l'extraction des ressources, sur l'environnement et qu'il faut les préserver. Eh bien, merci beaucoup Sophie pour ce point d'étape enregistré dans des conditions un peu particulières parce que pour rien vous cacher, on est à Lyon, on n'est pas à Paris à notre rédaction. On couvre un salon justement de l'énergie, donc On Point, qui s'appelle Bipositive et donc on est, pour tout vous dire, on est dans une chambre d'hôtel qui est très bien isolée, cela étant dit. C'est juste pour vous dire comment on enregistre tout ça avant que ça arrive dans vos oreilles. À la prochaine pour un prochain épisode des Clés de l'environnement. Mais d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même poser des questions à Sophie sur la sobriété, sur tout ce qu'elle a pu dire dans le dossier et bien plus avec le hashtag lescléspodcast. Et si vous souhaitez vous abonner à toutes nos actualités et recevoir notre magazine et même nos magazines parce qu'on en a plusieurs maintenant, vous pouvez profiter de 20% de réduction, encore de la réduction, avec le code lescléspodcast sans accent tout attaché.